Des figurines, des friandises, des t-shirts, une série animée, des films, un jeu vidéo. Comment on en est arrivé là? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à la Cité de la BD d'Angoulême où nous avons rencontré Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique, ainsi que Johan Meffren, auteur de bande dessinée. Mais avant tout, faisons un point historique. À la fin du 19e siècle, les lecteurs de journaux quotidiens ont peu à peu vu apparaître des comic strips. Mais qu'est-ce que le comic strip? Alors, qu'est-ce qu'un comic strip? Il faut décomposer l'expression. Donc, comics, c'est le terme en usage pour désigner la bande dessinée. Et le strip, en fait, signifie le bandeau, tout simplement, la bande. Donc, si on rapproche les deux termes, c'est une bande dessinée qui a la forme d'une bande. Dans les journaux, la bande dessinée était publiée, alors ça, c'était dans les éditions quotidiennes, sous forme précisément de strip, donc de 3, 4, 5 cases horizontales. Et ces 4 ou 5 cases étaient réunies dans les pages du dimanche pour former une page complète. Au fil des années, le comic strip se popularise et voit apparaître de grands noms tels que les Cassines, les Peanuts, Spirou ou encore Mafalda. Dans les années 70, un auteur au parcours atypique fait son entrée. Jim Davis, c'est un auteur donc américain qui a essentiellement fait sa carrière effectivement dans le comic strip. Il a eu un parcours un petit peu atypique dans le sens où beaucoup de ses confrères sont souvent des gens qui pratiquaient le dessin, qui avaient une maîtrise assez affirmée du dessin assez tôt dans leur vie. C'est pas réellement le cas avec Jim Davis qui, même s'il s'intéressait au dessin, on ne lui reconnaissait pas un vrai talent en la matière. Et on l'avait même dissuadé au fond d'emprunter une carrière dans le graphisme. Il dessinait quand même, mais sans véritablement envisager d'en faire carrière. Et puis il s'est retrouvé à travailler pour la publicité durant ces années de travail, de collaboration à des entreprises de communication. Il s'est plus particulièrement orienté vers le dessin. Peu à peu, en travaillant notamment avec des auteurs de comic strip, il s'est à son tour livré au comic strip. Durant cette période, Jim Davis travaille en tant qu'assistant pour le comic strip Tumbleweeds. En parallèle, il crée sa propre série, Gnomnat, diffusée pendant 5 ans au sein du Pendleton Times, journal d'État américain. Gnomnat, c'est une sorte de petit cafard. Et il y a toute une galerie de personnages. Un petit ver, une araignée, une sorte de 3 vers. On ne sait pas trop, une puce il me semble, on ne sait pas trop exactement. C'est un humour qui est quand même assez sombre et assez philosophique. Gnorm se pose pas mal de questions un peu sur son existence et sur l'absurdité aussi de la vie. Il y a aussi un propos assez méta dans cette série de strips où en fait Jim Davis s'amuse avec le lecteur, le personnage ayant conscience en fait d'être enfermé dans des cases ou dans une narration. Celui-ci en fait s'amuse au fur et à mesure des vannes avec en fait les règles du strip, du coup le format 3 cases et petit à petit ils vont sortir des cases, revenir, jouer avec ce que l'auteur peut proposer et du coup il y a toute une série de vannes basées sur ce principe-là. Malgré l'originalité du concept, la série est un échec. Ton art est bon, tes gags sont bons, mais les insectes, personne ne peut les identifier. En prenant en compte les faiblesses de Gnomnat, Jim Davis se lance dans la création d'un nouveau personnage, qui voit le jour en 1978. Garfield, c'est un personnage, comme vous le savez, le personnage d'un chat qui a des points de vue sur le monde, la société. Ça s'inscrit dans une tradition de la bande dessinée, ce qu'on appelle la bande dessinée animalière, où on met en scène des personnages à caractère animalier. Alors, parfois de manière anthropomorphe, c'est-à-dire substituer aux humains des animaux. Jim Davis souhaitait faire une série qui mette en scène des animaux, des personnages un peu décalés pour justement conserver cette dimension de décalage sur la société et sur le quotidien. Il avait dans un premier temps imaginé un chien, un animal, on en retient aussi les caractéristiques qu'on lui prête et le chat donc est plus mystérieux, plus malin même et donc de fait quand il s'agit de créer une bande dessinée avec une vocation philosophico-comique, on va dire, réflexive sur le monde, eh bien la figure du chat est peut-être plus inspirante ou plus adaptée. Je pense que la popularité de Garfield, elle tient à la personnalité évidemment du protagoniste principal. On accède au point de vue du
du chat, qui est souvent un point de vue ou critique, ou cynique, ou comique sur le monde. Ce jugement un peu décalé ou distancié de Garfield, d'abord il suscite le rire, d'emblée il inspire aussi la sympathie. Tout ça réuni pouvait, même si il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette garantie, mais pouvait susciter l'adhésion d'un public plus ou moins large, plus ou moins important. Pour beaucoup de gens de ma génération, enfin là en l'occurrence, plus pour moi aussi, Garfield, je l'ai aussi beaucoup connu par la série d'animation et ensuite bien sûr par la bande dessinée, en empruntant pas mal d'ouvrages à la médiathèque, à côté de chez moi, tout ça. C'est un format qui me plaisait beaucoup et après c'est vrai que c'est un style d'humour qui est aussi assez particulier parce que après petit à petit je me suis aussi un peu plus renseigné sur ce personnage-là et faut savoir que c'est aussi un humour très personnel que Jim Davis met en place avec en fait petit à petit les fans de la saga et avec des vannes qui reviennent petit à petit et aussi un humour assez journalier vu que c'était des publications hebdomadaires et le but était de lier aussi des fois certaines blagues avec une potentielle actualité ou uniquement des choses qui s'étaient passées dans d'anciens strips et du coup quand on se plonge un peu dans cet univers là c'est tout de suite super intéressant, très drôle, mais c'est vrai que quand on est un peu à l'extérieur de tout ça, un peu comme le monde des comics ou autre, en vérité pour bien saisir l'humour de Garfield, il faut prendre son temps je pense. L'intérêt du comic strip, c'est que c'est une série ou des séries qui se développent sur le temps, dans la durée, au rythme des publications dans les revues, dans les journaux, et avec une fidélisation progressive en fait du lectorat. On peut imaginer en fait que c'est cette fidélisation qui, avec le temps, qui a réussi à imposer la figure de Garfield. Aujourd'hui, je ne saurais plus combien d'éditions, combien de traductions on retrouve le personnage, mais c'est assez impressionnant. On peut parler de succès planétaire concernant Garfield. Garfield inscrit son nom aux côtés des célébrités de la bande dessinée. Tout comme eux, il entre dans l'engrenage de la popularité, évoluant ainsi dans de nouveaux domaines. Ça s'inscrit dans une logique qui est une logique de marchandisation effectivement des œuvres. Qui est assez observé un peu partout. Ce que je connais, ce sont plutôt les séries animées. Je trouve qu'elles ont plutôt bien respecté en fait la série. Elles sont assez conformes à celle-ci. Il n'y a pas de trahison de la série. Et je pense que d'une certaine manière, ça contribue à entretenir le personnage et la série dans l'esprit notamment des plus jeunes et peut leur permettre d'accéder à la bande dessinée, de revenir vers le papier, la lecture par ce biais. Donc là-dessus, je ne porterai pas un jugement négatif, au contraire. Même si on est de très gros vendeurs de livres, on ne fera jamais autant de recettes qu'un film qui est très bien vendu et qui fait beaucoup d'entrées au cinéma. On est avec Garfield dans cette logique-là d'exploiter ce qui est devenu ce qu'on appelle une licence en réalité aujourd'hui. C'est une marque, une licence qui est constituée par le personnage et par la série. Bien que la popularité de Garfield ne soit plus approuvée, de nombreux personnages connus à une époque ne le sont plus aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la bande dessinée Les Malicieux Cage. Plus personne ne les connaît. Et pourtant, ils ont remonté le moral aux soldats durant la Première Guerre mondiale. Alors, une question persiste. Garfield restera-t-il aussi populaire dans les années à venir ? Rien n'est sûr en fait. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnages, notamment du début du XXe siècle, dont pratiquement on ne sait plus rien aujourd'hui. Et puis par contre, il y a des personnages du début du siècle, du XXe siècle, qui sont encore, sinon très populaires, en tout cas, on résonne encore dans les esprits. Deux personnages qui restent emblématiques aujourd'hui, c'est Bécassine et les Pieds Nickelés, par exemple, pour parler du domaine français. Bécassine, il y a eu des rééditions régulières. On entretient le souvenir de Bécassine par la réédition. Quant aux Pieds Nickelés, eux, le personnage ou les personnages ont été constamment repris en fait. Pour revenir à Garfield, je pense que les conditions de sa survie, si je puis dire, on les connaît, c'est soit une poursuite de l'œuvre par quelqu'un d'autre, ou alors de nouveaux albums, une réédition régulière des titres déjà parus, et puis les produits dérivés. Donc le merchandising dont je parlais tout à l'heure, peut-être de nouvelles adaptations, du jeu vidéo, bref, toutes ces conditions qui font que peut-être on peut imaginer que dans 20-30 ans, on parle encore des personnages. There you have it. That's how we draw Garfield.